Merci en tout cas à tous et à toutes d'être là et de venir pour assister à cette conférence organisée par LinkUp. Donc un joli sujet aujourd'hui, évolution des pratiques et des comportements, quel rôle pour les entreprises et les marques. Je me présente, je suis Laetitia Sartori, je suis la directrice générale de LinkUp. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir deux intervenantes qui vont nous partager leurs expériences justement et leurs témoignages autour du changement de comportement porté par une marque et par une entreprise. Samia Meyer, qui représente la marque Spontex, Samia qui est Senior Manager Brand Development, qui va nous parler en effet du combat que Spontex endosse, un combat autour de l'allègement de la charge mentale et où le changement de comportement est évidemment clé. Merci Samia d'être là. Hélène Frey, qui est directrice marketing stratégique du groupe InVivo, qui elle aussi va venir témoigner au niveau de l'entreprise, au niveau du groupe, du travail qu'ils font pour à la fois accompagner, embarquer leurs agriculteurs sur la transition alimentaire et agricole, et à quel point le changement de comportement est en effet au cœur de ce processus de transformation. Merci Hélène d'être là ce matin. Alors peut-être rapidement, quelques mots pour vous présenter LinkUp. Créer de la valeur à partir de l'engagement, c'est notre mission chez LinkUp. On est à la fois un cabinet de consulting, de conseil. On accompagne les entreprises et les marques à définir leur stratégie d'engagement, à les solidifier, à les structurer. Mais nous sommes aussi une agence de conseil en communication sur les sujets de l'engagement. Donc on est assez hybride sur le secteur, à la fois cabinet de conseil et agence de communication spécialisée sur l'engagement. On a différentes expertises au sein de l'agence. Je vous laisse les regarder et surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand. C'est l'emplacement 225 au 3e étage et on répondra à toutes vos questions avec grand plaisir là-dessus. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais en tout cas, une de nos expertises au sein de l'agence, c'est le changement de comportement. On va en parler ce matin. Et la stratégie de marque engagée fait aussi partie des sujets qu'on va évoquer. Alors, quelques éléments de contexte pour rentrer dans le vif du sujet. On est évidemment face à un contexte qui appelle à faire évoluer les comportements. On est face à une accélération des enjeux sans précédent, vous ne me contredirez pas. Et évidemment, le changement de comportement, il est aux clés de cette transformation, au cœur de cette transformation, pardon. Alors, accélération forte au niveau du contexte réglementaire. Ce contexte réglementaire, il permet à l'entreprise une transformation assez profonde, que ce soit intrinsèquement au sein de sa chaîne de valeur. Évidemment, on parle beaucoup de la CSRD et la transformation, elle va en effet être là, mais aussi de façon plus aval, transformation au niveau des pratiques des consommateurs, des clients. Et là aussi, le changement de comportement est clé et la marque et l'entreprise ont en effet un rôle à jouer. Alors si on déplace un tout petit peu la focale, les consos citoyens aujourd'hui, ils sont un peu pris dans une contradiction. À la fois quand on regarde les études, et là on a pour cette présentation fait un petit panel d'études récentes, une majorité de citoyens est concernée par la préoccupation environnementale et sociétale. Et ils sont engagés. 59% des Français sont de plus en plus préoccupés par les enjeux environnementaux et sociaux. 89% font de plus en plus d'efforts au quotidien pour améliorer leurs pratiques. Moins de gaspillage, c'est le sujet de cette étude. Donc ils agissent, ils sont conscients, ils agissent. On le voit au niveau des achats responsables. Évidemment, en déclaratif, 72% déclarent acheter davantage de produits respectueux de l'environnement. Certes, c'est du déclaratif. Depuis 2019, il y a une sacrée avancée. C'est des chiffres très récents. Hein. C'est une étude M6 qui va être présentée. Donc, je vous livre quelques éléments en avant-première. Plus 35% par rapport à 2019. Hein. Ce n'est pas rien. Et 76% d'entre eux sont même prêts à renoncer à une marque qu'ils aiment, qu'ils consomment au quotidien, car elle n'a pas un comportement suffisamment responsable à leurs yeux. Donc le mouvement est là, c'est certain, la majorité sont concernés. Maintenant,
c'est clair que les consommateurs sont tiraillés par la hausse des prix. 64% affirment avoir renoncé à des produits qu'ils perçoivent comme étant meilleurs pour l'environnement à cause du prix. Donc il faut composer avec ça, avec ces points de contexte. D'autre part, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand on interroge les consos citoyens, ils attendent que l'entreprise prenne sa part et qu'elle agisse. Et ça, c'est assez enthousiasmant pour vous, annonceurs, entreprises, marques. Quand on les interroge et qu'on leur demande, dans cette étude ELAB, selon vous, quels sont les acteurs qui ont un pouvoir pour améliorer le monde dans lequel on vit, l'entreprise, en général, arrive en 3e position. Donc moi, personnellement, c'est un chiffre qui me plaît et qui m'enthousiasme pour vous, puisqu'il y a vraiment cette attente des consommateurs, en tout cas des citoyens. 76% souhaitent que les entreprises incitent les consommateurs à avoir des pratiques plus vertueuses. Donc là aussi, ils attendent de la part des marques et des entreprises de travailler, d'accompagner sur les changements de comportement liés à la transformation. Alors on voit bien au croisement de toutes ces attentes que les marques et les entreprises, elles ont un rôle à jouer. En tout cas, nous, chez LinkUp, on en est convaincus, un rôle à jouer sur les changements de comportement. Ce qui nous semble important aujourd'hui, les marques et les entreprises doivent faire face finalement à un glissement à opérer. C'est-à-dire que cette nécessité de passer de la réduction des impacts à une contribution plus positive. Il nous semble, nous, chez LinkUp, que c'est un enjeu vraiment stratégique que cette contribution sociétale que les marques et les entreprises peuvent opérer. Aujourd'hui, la responsabilité, réduire les effets négatifs sur sa chaîne de valeur, ses activités, c'est devenu le nouveau contrat de base finalement. Et ce qu'attendent à la fois vos parties prenantes, citoyens, consommateurs, clients, c'est en effet d'aller vers cette contribution positive, cette utilité sociétale, avoir un impact positif sur votre activité, la société plus largement, nous semble important. Et donc, quand on est en effet dans cette contribution positive, c'est à ce moment-là que les marques et les entreprises ont un réel rôle à jouer. Un rôle à jouer et elles vont être un moteur du changement de comportement. Elles peuvent l'être de différentes façons. Premier point, être exemplaire. En effet, c'est assez intéressant de voir comment une entreprise ou une marque a la possibilité d'inspirer positivement son secteur, ses clients, ses consommateurs, voire même ses concurrents parfois. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant d'avoir un rôle de modèle finalement. Alors pour illustrer ce propos, je vais prendre l'exemple de la marque de l'entreprise Chantel et plus particulièrement de la gamme Chantel One qui a été lancée il y a quelques temps, qui est une gamme extrêmement intéressante puisque ils ont un peu réinventé finalement le business model de la lingerie. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une fibre spécifique, très innovante, qui permet le recyclage. Ce qui est assez extraordinaire sur le soutien-gorge. Le soutien-gorge est encore un des rares éléments de la mode, finalement, qui est extrêmement difficile à recycler. Donc, au-delà de la prouesse technologique que la marque Chantel One a pu faire, il y a derrière aussi le fait de vouloir encourager une consommation plus responsable, encourager une nouvelle façon de consommer auprès de ses consommateurs, puisque l'enjeu, si on a un soutien-gorge recyclable, c'est de pouvoir le récupérer, que les consommatrices viennent le rapporter en magasin ou en ligne, qu'ensuite on puisse réutiliser ces fibres pour pouvoir refaire, retravailler, donner une seconde vie à un autre type de soutien-gorge. Donc une vraie révolution, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, réinventer son business model. Deuxième façon de changer, en effet, d'être un moteur du changement de comportement, c'est la mise en action. Comment une entreprise génère des dynamiques d'engagement qui vont être nouvelles, plus respectueuses. Comment on favorise des pratiques différentes, plus responsables.
Hélène, tout à l'heure, nous en parlera de façon assez claire autour du programme Semons du sens qu'elle décline, avec vraiment le pouvoir de mobilisation d'une entreprise pour mobiliser en effet ses adhérents, les agriculteurs, autour de nouvelles pratiques responsables. Autre façon aussi d'être moteur du changement pour une marque, c'est œuvrer à changer les représentations, à créer de nouvelles normes. Comment une marque peut, avec son pouvoir d'influence, travailler, sensibiliser ses consommateurs, ses clients sur ces sujets-là, et aussi contribuer à faire bouger les lignes et à œuvrer à changer les représentations. Samia nous donnera tout à l'heure un exemple autour du combat porté par la marque, autour en effet, avec cette idée de créer de nouvelles normes. Oui, et simplement pour dire qu'en effet, ces changements de comportement, ils sont à la fois en interne, ils peuvent être en interne dans l'entreprise. Je pense notamment à la mobilisation des collaborateurs en interne, à la fois sur les sujets de l'engagement, aussi sur des sujets d'épanouissement des collaborateurs. Voilà, le changement de comportement, il est à tout niveau, en interne dans l'entreprise et aussi en externe, auprès de ses clients et auprès de ses consommateurs. Et pour conclure, agir sur les comportements, c'est extrêmement complexe. C'est d'abord et avant tout, quand une marque ou une entreprise s'y attelle, un véritable état d'esprit, il faut l'avoir. Mais c'est aussi une méthodologie, et en tout cas, nous, chez LinkUp, quand on accompagne nos clients, on travaille avec une méthodologie spécifique. Je vais juste vous donner 5 clés, en tout cas, de compréhension de la façon dont on aborde les sujets. Le premier point, c'est la cohérence. C'est que quand on s'attelle à un sujet de changement de comportement, il faut être bien en cohérence avec son métier, avec ses valeurs, avec son ADN, au risque de perdre de la légitimité autour de ce sujet-là. Et ça nous semble important. Le deuxième point, c'est le co-développement. Travailler sur les sujets de changement de comportement, c'est compliqué. C'est important pour trouver des solutions, de s'entourer, de travailler en mode Fab Lab, de mixer les profils, de s'appuyer sur différents types d'experts, des scientifiques, des experts de terrain. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on aborde les choses chez LinkUp, pour pouvoir faire émerger des points de vue multiples, des points de vue différents, et c'est là où on arrive à trouver des solutions concrètes et qui font bouger les lignes. Le troisième point, c'est la création de valeur par tous et pour tous. Changer les comportements, c'est à la fois s'appuyer sur des partenaires, des ONG, des experts, intégrer ces parties prenantes, leur donner une part de voix forte, ne pas être dans un modèle horizontal, ne pas être dans un modèle vertical, mais être vraiment dans un modèle plus horizontal. Et c'est aussi trouver le bon levier pour faire changer le comportement. Parce que l'information, elle suffit pas. Marteler qu'il faut changer pour le bien commun, pour la nature, ça ne suffit pas. Il faut arriver à trouver le levier de motivation. Et ça, c'est le point souvent le plus difficile. Et quatrièmement, pour finir, c'est aussi important de packager sa démarche, de rendre ce changement de comportement désirable, attractif, appropriable. Et ça, pour embarquer, en effet, les publics qui vont être touchés. Et enfin, dernièrement, et c'est souvent le point compliqué, endosser un changement de comportement, ça ne se fait pas, c'est pas un one-shot, ça se fait sur plusieurs années. Il faut un temps long, avec des étapes. Il faut faire vivre sa démarche, il faut pouvoir embarquer tout son écosystème et ses parties prenantes. Voilà, pour vous donner ces quelques clés de compréhension de la façon dont on aborde les sujets chez LinkUp. On a une expertise spécifique sur ce sujet. Sandrine Raffin, notre présidente, a aussi écrit un livre et on a des experts qui travaillent vraiment sur le sujet du changement de comportement à l'agence. Merci pour votre attention. Je vous propose qu'on garde les questions à la fin pour pouvoir tous débattre ensemble et je vais demander à Samia Meyer de me rejoindre pour prendre la parole et vous exposer et témoigner en fait de ce qu'elle fait sur la marque Spontex autour de son combat. Je te donne le petit zapper, c'est là. Super. Bonjour à tous. Merci Laetitia et merci LinkUp de nous avoir invités, Société Spontex, pour parler
de notre démarche et de notre combat. Donc, je suis Samia Meyer, je dirige le département marketing global de Spontex donc notamment, je développe au fait toute la stratégie de la marque, y compris cette partie importante de son engagement. Notre combat, il est autour de la charge mentale. Donc, on verra au fait comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui fait qu'on se pense du coup légitime et qu'on pense que ce combat est cohérent pour nous, mais aussi pour nos concitoyens et nos consommateurs. Donc, en effet, pourquoi se doter d'un combat social? Donc, j'ai envie de dire... Merci, oui, ma voix, elle part. Merci, Laetitia. C'est vrai que ce combat, il vient s'inscrire aussi dans une démarche RSE qui date maintenant d'à peu près une dizaine d'années au sein du groupe Mapa Spontex. C'est une stratégie qui jusque-là, au fait, était bien naturellement axée sur l'amélioration de nos produits, comment, en fait, diminuer leur impact sur l'environnement, mieux les concevoir, travailler aussi sur l'amélioration du bien-être de nos collaborateurs. Néanmoins, au sein de la marque Spontex, on cherchait vraiment un combat qui soit propriétaire pour la marque, qui fasse beaucoup plus de sens, sur lequel on se sente en effet plus près de notre ADN et plus près de ce que nos consommateurs aussi vivent au fait au quotidien. Donc on cherchait vraiment un combat qui fasse du sens et sur lequel la marque Spontex peut contribuer donc à s'apporter, à améliorer au fait certaines choses dans nos sociétés. Et pour le faire, ça a été vraiment une démarche assez collégiale, j'ai envie de dire, puisque on n'a pas atterri dessus du premier coup. Il a fallu passer par déjà 5 combats différents qu'on a proposés à nos collaborateurs, et c'était très important pour nous au fait que ce choix se fasse de manière participative, que tous nos collaborateurs aient leur mot à dire et que tous à la fin se sentent au fait engagés et responsables. Donc il y a eu 5 combats, en effet celui-ci est par exemple la défense de l'hérisson qui est notre mascotte. Donc à la fin c'est vraiment la charge mentale autour du sujet du travail domestique qui a été plébiscité. Et je dirais pas sans quelques réserves parce que bien évidemment c'est un sujet sensible, c'est un sujet important, c'est un sujet sur lequel certains de nos collaborateurs, même de notre top management, étaient un peu préoccupés par l'aspect attention à ne pas aller sur un sujet de manière alarmiste, à ne pas être trop sectaire, à ne pas dépeigner au fait une image peut-être trop féministe alors qu'on sait que ce sujet-là, en 2024, certes, même si on le sait via les études qui concernent encore malheureusement beaucoup plus les femmes, néanmoins c'est un sujet universel. On vit aussi dans des sociétés aujourd'hui qui sont monofoyées, monoparentales et par conséquent en fait ces sujets-là ne sont pas uniquement féminins. Donc pour nous c'était vraiment très important de trouver un sujet comme je le disais sur lequel toute entreprise était en mesure de s'engager et avec le cœur, j'ai envie de dire, et sur lequel aussi on puisse porter au fait un message universel sans faire de disparité et vous le verrez par la suite aussi dans une tonalité proche de ce qui nous ressemble, une tonalité plutôt positive. Donc ça c'était fait, on va dire voilà, on s'est parlé, on a voté, et on a aimé ce combat. Maintenant vient la partie sérieuse qui est ok, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait, comment on contribue, comment on le fait de manière surtout sérieuse et rigoureuse. Et pour cela, on a eu une démarche, j'ai envie de dire, très méthodique et assez sérieuse, qui est d'abord de comprendre au fait le sujet. Donc avant d'aller parler de charge mentale, du travail domestique, de la répartition des tâches, tout ça, il a fallu aussi qu'on comprenne au fait qu'est-ce qui se passe dans les sociétés, comment cela est vécu, quelle est au fait la vision actuelle. Et c'est pour cela qu'on a mené une étude assez sérieuse et statistique dans 6 pays où nous sommes quand même bien implantés pour bien comprendre comment en fait ce sujet est vécu dans 6 pays européens différents. Donc c'était autant la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la République tchèque, tous ces pays-là. On a été voir et explorer au fait comment les habitants de ces pays vivent par rapport à ce sujet. Donc l'étude, bien évidemment, elle nous a permis au fait de comprendre plein de choses, et si je dois la résumer en 3 points essentiels,
Je dirais tout d'abord, comme je le disais avant, en effet, c'est un sujet universel, mais néanmoins, on voit quand même que le poids reste encore porté pas mal par le cerveau des femmes. Donc, il y a quand même une petite surpondération. Les stéréotypes restent quand même très très forts, donc même si on navigue sur des pays extrêmement différents, hein, donc quand on part à France, Italie, Angleterre, c'est vraiment des identités très différentes, néanmoins les stéréotypes à chaque fois sont quand même très présents. Et le troisième point que j'ai oublié, donc je l'avoue, je regarde juste, pardon. Ah oui, un troisième point très, très positif pour le coup, qui est dans chacune de ces sociétés, au fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une envie de répartir les tâches de manière plus égalitaire. Donc il y a quand même, de manière assez sous-jacente, une prise de conscience. C'est un sujet qui est vivant, c'est un sujet qui est, on le verra, enfin on l'a vu, on verra des images qui fait vraiment beaucoup réagir. Donc les gens sont conscients. Les gens savent au fait qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas parfaites, même pas assez bien, j'ai envie de dire, et qu'ils ont envie d'agir. Et on verra au fait que le gros sujet, c'est vraiment les aider à adopter des nouveaux comportements et faciliter au fait cette adoption. Donc une fois qu'on a compris au fait notre sujet, j'ai envie de dire, il a fallu aussi qu'on continue à faire bien les choses, et c'est pour cela du coup qu'on s'est tourné vers des experts. Donc tout d'abord LinkUp avec Laetitia et son équipe qui nous ont aussi permis d'accéder au fait à des gens encore plus experts pour nous aider à vraiment agir de manière presque j'ai envie de dire scientifique et de vraiment œuvrer pour ce changement de comportement. Avant de parler encore plus en détail de ce qu'on a fait, il y a un point qui est très important, c'est que, comme je le disais au départ, on voulait vraiment s'inscrire dans ce combat avec une tonalité positive. Pour nous, c'était important de répondre en fait cette problématique de manière engageante, de ne pas être dans une forme d'alarmisme ni d'être vraiment dans quelque chose de très dramatique, mais au contraire d'avoir vraiment une vision plutôt positive. Et c'est pour cela au fait qu'on a choisi de œuvrer et de mettre surtout en avant le end benefit, donc vraiment le bénéfice de, une fois qu'on a mis ces comportements, qu'est-ce qu'on gagne? Bien, on gagne de la sérénité à la maison. Serenity Start at Home est du coup notre plateforme pour ce combat. Il me reste 5 minutes, donc notre plateforme pour ce combat, parce que c'est quand même, c'est pour montrer aux gens qu'en effet, c'est quelque chose qui est déterminant pour leur bien-être et que être bien chez soi, c'est important. Donc on a vraiment voulu avoir une tonalité assez positive, et je vais vous montrer, je lance le petit film qui le montre. Because housework is not visible enough, shared enough, valued enough, today's men and mostly women feel mental load at home as a burden, turning our homes into sources of stress. Yet, housework can give us satisfaction, transform our house into a home for us and our loved ones. In a way, it can give us more serenity. That's why at Spontex, we aim to lighten mental load and make housework smoother for everyone, because serenity starts at home. Donc voilà, Serenity Start at Home. Pardon, non, il faut que je passe. Donc une plateforme positive, mais aussi un travail aussi avec, comme je le disais, des experts. Donc en France, on travaille avec l'association Vos Voix, Nos Voix, qui œuvre déjà au fait pour l'allègement de la charge mentale au sein du travail domestique. Donc c'est une association avec laquelle on travaille en France, et actuellement on œuvre aussi à trouver au fait des associations dans les autres pays européens qui pourront nous aider et nous accompagner dans ce chemin. Ce qu'on a fait aussi, c'est vraiment on a compris le sujet, on a trouvé des gens experts pour nous accompagner dessus, et il est venu le moment en fait d'activer. Et on est revenu du coup à la base, on est revenu à nos collaborateurs, et on a commencé au fait à montrer cette plateforme, à montrer nos initiatives, à discuter du sujet avec eux. Je dois dire, c'était vraiment des moments très intenses. Laetitia a été là, donc c'est vraiment un sujet, dès qu'on le lance, on voit qu'il y a énormément de réactions, beaucoup de témoignages.
même voilà des observations assez intéressantes, puisque même d'un point de vue générationnel, on voit que on a des jeunes collaborateurs qui s'expriment voilà, de manière assez engagée sur le sujet, voilà, qui quelque part ne veulent pas reproduire le schéma parental avec maman qui porte tout, mais plutôt voilà être dans une répartition plus égalitaire. Donc c'est vraiment un sujet qu'on a vu qui engage énormément. Donc on a fait ça dans plusieurs pays. Avant c'était la France, là par exemple c'est l'Espagne, donc dans plusieurs pays. On a eu aussi, lors de la journée du travail invisible, des actions avec des affiches presse, des displays, pour toujours en repartant de cette étude, pour voilà, faire parler encore une fois de ce sujet. On a travaillé aussi à porter le message auprès de la presse, donc ça c'est encore en cours, mais auprès de nos clients aussi. On a vu qu'il y avait des retours positifs. Donc là, vous avez au fait les portages qu'on a fait avec une éponge sur laquelle on a écrit le mot invisible. C'est vraiment quelque chose qui a pas mal interpellé parce que ça rend visible ce qui ne l'est pas. Ce travail qui parfois passe voilà un peu voilà à la trappe exactement. Et on a vu aussi que chez les clients, vraiment le retour était très positif, que c'était quelque chose qu'ils trouvaient très cohérent et même original. C'est le retour que j'ai dans le sens où c'est des sujets dont on ne parle pas assez souvent. Vient le temps du coup de sensibiliser nos consommateurs et le grand public. Donc là encore, on a travaillé sur un modèle de conférence auprès du grand public, notamment dans des universités, pour encore une fois porter cette parole avec des experts et commencer du coup au fait à faire parler et à faire voir qu'il y a des solutions, qu'il y a des façons différentes de faire les choses. Sur les réseaux sociaux, on s'est appuyé sur le talent de Céline Bayeux, parce qu'encore une fois, comme je le disais, on veut vraiment avoir une plateforme positive, engageante, un peu ludique dans l'esprit aussi de notre marque. Et grâce du coup au talent de Céline, on a pu du coup développer ces illustrations, un carrousel de BD qui reprend en fait voilà des moments de vie où on voit bien que cette charge mentale est bien présente. Donc j'ai parlé des bénéfices, je vais passer du coup à la suite puisqu'on ne souhaite pas s'arrêter là, on vient à peine de démarrer, notre objectif c'est vraiment de continuer, d'amplifier. Donc pour 2025, on souhaite encore aller porter cet engagement plus loin. Et pour cela, on va s'appuyer aussi sur un appel à témoignages parce qu'on sait que le pair à pair marche très bien, qu'on fait voilà, confiance aux gens autour de nous pour nous conseiller. Donc notre objectif, c'est vraiment de collecter un maximum de témoignages. Et encore une fois, de manière sérieuse et avec des experts, on va travailler sur des conseils de manière effective sur comment, au fait, aider les gens à adopter des nouveaux comportements et les aider du coup à diminuer cette charge mentale et à répartir beaucoup mieux ce travail domestique. Donc j'espère que j'ai été assez claire, même si voilà, j'étais un peu pressée par le temps. N'hésitez pas à poser vos questions, je serai très honorée d'y répondre. Merci Samia. Je vous propose qu'on garde les questions pour la fin parce que voilà, c'est le sujet du changement de comportement et comme ça vous aurez les deux initiatives, à la fois une marque Spontex et ce qu'elle fait et une entreprise InVivo avec un autre témoignage sur des sujets très différents et extrêmement intéressants. À toi Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va basculer dans un autre univers, dans le monde de l'agroalimentaire, pour, là encore, voir comment on peut influer sur le changement des comportements et notamment des pratiques agricoles. Aujourd'hui, peut-être que dans la salle, vous ne connaissez pas InVivo. InVivo, pourtant, c'est un des premiers groupes agricoles européens. Il a 4 piliers, 4 verticales, donc dans l'agriculture, dans le négoce international de grains, dans l'agroalimentaire avec un pôle blé, donc farine, blé, farine, pain et boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, avec aussi le malt pour donc servir tous les clients brasseurs et distillateurs, et enfin une filière de la vigne au vin avec Cordier. Et enfin dans le retail, là vous connaissez peut-être certaines marques, on est dans la jardinerie avec Teract. Donc les marques que vous connaissez, c'est Gamme Vert, Jardiland, mais aussi potentiellement donc les boulangeries Louise, qui permettent en fait de boucler la boucle et d'avoir en fait un pôle qui est dense, qui s'exprime depuis l'amont agricole, depuis la semence jusqu'au produit fini potentiellement, en tout cas en passant par des ingrédients et des filières clés qui vous affectent tous les jours, du blé et de l'orge notamment. InVivo, c'est aussi une société à mission depuis 2020 avec une raison d'être qui est de favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient. Donc effectivement, aujourd'hui, on est motivé par tous ces changements de comportement parce que ça ne se fait pas, comme l'a dit Laetitia, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait même pas en une année. C'est très compliqué et on va voir un petit peu comment on peut arriver à embarquer nos partenaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Au sein d'InVivo, on a une démarche qui s'appelle Semons du sens. On a été d'ailleurs, l'an dernier, on a eu la chance d'être ici grâce à LinkUp aussi. On a été lauréat de la marque professionnelle responsable. Et en fait, cette démarche Semons du sens, c'est une démarche globale qui va embarquer donc l'ensemble de nos métiers, de nos activités, et qui va s'exprimer pour avoir des filières durables qui soient plus respectueuses de l'environnement, qui vont travailler au niveau du carbone, de la biodiversité, du respect de la préservation des ressources en eau, de la vie des sols notamment, mais aussi de la naturalité des produits. Donc tous ces éléments-là concernent cet amont agricole et vont s'exprimer à travers des piliers pour répondre, pour créer de la valeur auprès des partenaires, donc auprès des partenaires agriculteurs, des collecteurs jusqu'à la chaîne de transformation, la meunerie, la malterie potentiellement, et aussi jusqu'à la distribution et jusqu'aux marques donc, qui peuvent transformer, qui peuvent incarner entre guillemets les produits. Et vous donc, clients potentiellement dans cette salle, qui disposaient, qui vendaient, qui commercialisaient donc des produits finis tels que du pain, des produits, des huiles ou des boissons notamment. Donc on s'intéresse aujourd'hui particulièrement sur le changement des comportements. Alors là, on va parler d'agroalimentaire, mais effectivement, c'est dans votre quotidien. Nos choix alimentaires ont un impact direct sur l'agriculture. L'agriculture, souvent, elle est vue comme un problème, mais c'est aussi une solution pour agir pour le réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, vous allez en entendre parler beaucoup. On va se poser plein de questions sur le scope 3, sur la décarbonation. Pensez que lorsque vous consommez votre petite baguette, eh bien, tout simplement, 55% de l'empreinte carbone est liée à l'amont agricole, et notamment à cause de la fertilisation. Donc en fait, on n'a rien sans rien, mais on en a besoin. Pareil sur de la bière. L'an dernier, on a parlé justement d'un très grand brasseur avec une marque engagée française qui est 1664. L'agriculture est le second poste qui contribue à son empreinte carbone, donc plus de 20% derrière le packaging. Donc effectivement, nos choix alimentaires, et je pourrais prendre l'exemple d'une bouteille de vin aussi, ou d'autres exemples divers et variés. Donc nos choix alimentaires ont un impact direct sur cette agriculture. Donc pour agir, il faut vraiment qu'on réfléchisse comment on change les comportements autour de l'agriculture. Et c'est là où on peut se dire qu'on n'a pas qu'une solution. On n'a pas une agriculture, on a plusieurs types d'agriculture. Il n'y a pas de voie tracée par rapport à ça. L'agriculture, c'est du vivant, c'est du travail du vivant. Et les agriculteurs sont tous différents. Donc, quelle que soit la zone dans laquelle vous allez vous retrouver en France, on n'a pas du blé, on ne cultive pas du blé partout en France. Donc, il faut réfléchir à différentes manières de faire évoluer les pratiques agricoles et de faire évoluer donc le produit fini que le consommateur final va pouvoir consommer ou utiliser. Donc voilà, on pourrait aussi parler donc de cette fameuse orge responsable tracée, cette filière qui est à la fois dans un mode de culture raisonné, responsable, qui va travailler des couverts végétaux pour réfléchir à la captation et au stockage du carbone, qui va aussi utiliser la biodiversité pour pouvoir en fait faire avancer ses engagements et au global les engagements auprès des partenaires agriculteurs. Pour cela veut dire que les agriculteurs ils doivent être au cœur des programmes. C'est pas juste le début ou le bout de la chaîne. On doit réfléchir avec le débouché commercial qui va remonter l'ensemble des maillons de cette chaîne filière. Et pour cela, c'est eux qui vont être les contributeurs, les moteurs en fait de cette agriculture résiliente et potentiellement régénérative. Vous avez tous, si vous êtes dans cet univers agroalimentaire, on peut regarder, mais vous avez tous, et on peut le voir sur les éléments du rapport FAIRE 2023, on voit toutes que les compagnies, en fait, ou les entreprises parlent du régénératif. C'est sur toutes les bouches. Néanmoins, concrètement, l'agriculture régénérative, c'est pas si facile que ça. Ça exige des années de transformation du système, des techniques aussi d'agriculture, de conservation des sols, qui vont potentiellement se mettre en musique. Mais c'est pas juste parce que l'agriculteur pourra le faire. C'est aussi parce que justement les industriels, vous, les débouchés finaux, les marques, les industriels, les distributeurs, vous pouvez faire évoluer cette chaîne filière. Et le succès de l'adoption de ces pratiques agricoles et de ce déploiement de ces pratiques régénératives dépend de cette appropriation par les agriculteurs. Et pour cela, ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pour ça que InVivo joue un rôle, notamment avec son pôle agriculture, pour les accompagner au quotidien.
Et derrière, c'est donc de l'accompagnement technique, de l'accompagnement agronomique, mais aussi un soutien, une répartition de la valeur. Donc je vais vraiment revenir dessus. Le changement de pratique, le changement de comportement, il est lié à une sécurisation en fait des revenus des agriculteurs. Et ça doit être ça doit être développé tout au long de la chaîne de valeur. Tout le monde doit prendre cette partie qui permettra de faire évoluer et en tout cas d'atteindre les ambitions qu'on se fixe dans le cadre du dérèglement climatique. Donc il faut sécuriser leur prise de risque et leurs exigences parce qu'en fait, ça ne se fait pas comme ça. Et l'agriculteur, il prend vraiment des risques. Donc je n'entrerai pas dans les détails, mais vous voyez un petit exemple de Verbatim. On a fait une étude qualitative l'an dernier, donc auprès de nos agriculteurs partenaires sur les pratiques. Et donc la prise de décision est compliquée. Est-ce que, en fonction du temps, il va utiliser tel ou tel intrant, tel ou tel fertilisant? Il a besoin de ce conseil et à chaque fois, le choix reste aussi éminemment économique. L'idée, demain, pour changer les pratiques, c'est pas juste de se dire qu'aujourd'hui, on a maxi 5% en France d'agriculteurs investis dans l'agroécologie ou dans l'agriculture dite régénérative ou régénératrice. Il faut qu'on passe à l'échelle. Ça va pas se faire là encore en un an. Ça va se faire sur quelques années. Mais demain, vous avez des objectifs pour 2030. Donc cela, c'est dans 5 ans. Donc il faut les anticiper. Il faut donc changer tous globalement, en tant que partie prenante, nos approches pour qu'elles soient plus globales, qu'elles soient aussi donc techniques, innovantes et appropriables. L'idée, on l'a dit, c'est préserver les ressources en eau, préserver la fertilité des sols, d'où cette fameuse agriculture de conservation des sols ou régénératrice, de favoriser, de préserver la biodiversité, de travailler à la réduction de l'empreinte carbone, pas seulement ce scope 3, mais voilà, avoir une idée globale, de réduire l'utilisation des intrants, et aussi, surtout et avant tout, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est de sécuriser le revenu des agriculteurs. Donc là, on a mis en place chez InVivo, il y a quelques semaines, je dirais, un projet de filière qui s'appelle les filières rotation, qui est une démarche unique, qui est une démarche qui est pionnière à l'échelle des rotations culturales. L'idée, c'est d'accompagner la transition agricole, de permettre une valorisation en fait économique de ce changement de pratique de nos partenaires agriculteurs. Concrètement, comment ça se passe ? Vous avez un agriculteur, il a plusieurs rotations, il a plusieurs cultures sur son exploitation. Donc on va être vraiment au niveau de son exploitation. Et en fait, au lieu de raisonner à l'idée de la culture uniquement ou à l'idée de la parcelle, on va raisonner avec l'ensemble de son exploitation sur l'ensemble des cultures qu'il va engager sur plusieurs années. Parce que l'agriculteur A va être différent de l'agriculteur B. Donc on va raisonner sur ce qu'il a comme culture, par exemple du blé, du maïs, de l'orge, du colza, du tournesol. Il peut y avoir aussi potentiellement de la betterave, des lentilles, des pommes de terre. Et on va réfléchir comment on pourrait lui procurer un débouché sur l'ensemble de ces cultures grâce à ces rotations culturales. Et donc on est dans cette démarche de rotation qui va permettre de sécuriser en fait les débouchés de l'agriculteur et lui permettre de travailler à l'échelle de son exploitation en agriculture régénératrice. Parce qu'on ne peut pas faire une parcelle en agriculture régénératrice et puis l'autre dans un autre type d'agriculture. Il faudrait qu'on soit sur l'ensemble. Et si les engagements de l'ensemble des agros ou des entreprises de l'agroalimentaire est autour de cette agriculture régénératrice demain, il faut qu'on puisse avancer à ce niveau-là. La décarbonation du scope 3 peut passer par justement cette offre de filière rotation. Et on vient de contractualiser, justement, on en a parlé tout début juillet, donc avec le Sieur du groupe Avril, un contrat colza tournesol pour justement embarquer ces agriculteurs et pouvoir travailler avec d'autres industriels sur les rotations qui sont induites par cette offre de filière rotation. Alors ça vous paraît peut-être pas nouveau, mais en fait c'est un élément concret de changement de pratique, de comportement qui est majeur. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse passer à l'échelle et avec des gros groupes agroalimentaires dans l'ensemble des catégories qu'on peut travailler, eh bien on peut faire changer les choses. Donc voilà, aujourd'hui, par l'engagement de tous les acteurs, de l'amont à l'aval, depuis l'agriculteur, le partenaire, le collecteur, la première transformation, jusqu'à la distribution et le déploiement des produits finis, le renouveau pour les filières agricoles durables est en marche. Et je pense que l'exercice, il n'est pas simple, mais si on se met tous autour de la table et autour des échanges,
on peut faire avancer, on peut faire modifier ces pratiques. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans cette salle qui sont dans l'agro-industriel ou dans l'agro-céréalier ou dans d'autres cultures. Mais n'hésitez pas, voilà, que vous soyez Mars Unilever ou d'autres, on peut travailler sur des programmes avec nos différents métiers, que ce soit l'agriculture, les malteurs, le pôle blé, mais aussi tout simplement nous au niveau groupe, pour arriver à faire matcher les besoins par rapport à vos attentes et vos ambitions RSE. Voilà. Merci beaucoup. Merci Hélène pour ton témoignage. Merci Samia. Voilà, vous avez vu 2 témoignages très différents, une marque, une entreprise, et en tout cas, chacune dans leur domaine, elles ont un rôle et elles jouent un rôle extrêmement important en matière de changement de comportement. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour et merci pour vos interventions. Alors j'avais une question pour Hélène de InVivo. Je trouve l'exemple concret de la collaboration avec Avril vraiment intéressant. Et pour moi, il y a quand même un défi majeur, mais que vous avez dû soulever. C'est comment dire, que à la fois Avril et InVivo s'accordent sur un programme d'agriculture régénératrice qui soit identique et que finalement, il n'y ait pas de surcharge au niveau du producteur sur le cahier des charges Avril, en plus du cahier des charges InVivo. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez, j'imagine que vous avez réussi à le soulever, mais qui a été compliqué à travailler, ou ça a été assez naturel, vous êtes basé sur une même norme, si peu qu'il y ait quelques normes sur l'agriculture régénératrice? On s'appuie sur un référentiel qui est robuste, qui est éprouvé. Donc effectivement, pour parler d'agriculture régénératrice ou de décarbonation du scope 3, on est obligé de travailler sur des choses qui existent déjà. Donc on est parti sur ça, avec une expertise effectivement agricole des deux côtés. Après, l'idée, ça a été de s'engager dans la durée, c'est-à-dire en fait des contrats qui soient pluriannuels, parce qu'on ne peut pas se projeter sur l'agriculture régénératrice ou les rotations culturales sans être à plusieurs, en étant à court terme. Il faut quand même qu'on ait un minimum d'années. Et derrière aussi des primes qui sont évolutives en fonction de l'avancée des agriculteurs dans ce domaine-là. Donc après, voilà, ça s'est fait plutôt naturellement. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir d'autres industriels pour pouvoir entrer dans la danse et pouvoir en fait bénéficier au système sur ces pratiques agricoles. Bien sûr, merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé de création de valeur, ce qui est effectivement l'objectif aussi de protection des agriculteurs et tout ça, mais qui dit création de valeur dit aussi une forme d'inflation. Comment vous discutez ça avec vos partenaires et comment vous arrivez à répercuter cette inflation? L'idée de création de valeur, donc au niveau de Semons du Sens, c'est de la création de valeur économique et environnementale. Donc environnementale, on le voit tous, c'est relativement évident, on dira ça comme ça. Au niveau économique, effectivement, ça n'est pas facile, puisque, comme on l'a dit, l'agriculteur, il a besoin d'être sécurisé. Après, il y a toutes les parties prenantes de la chaîne. Il faut que tout le monde puisse contribuer à cet effort de répartition de la valeur. Parce que, vous le voyez dans d'autres systèmes, il y a la rémunération de l'agriculteur, il y a la rémunération du collecteur, la première transformation. C'est pas la même chose de transformer ou d'être en filière ségrégée ou plutôt en mass balance. Il va falloir travailler des systèmes différents, de stockage de nos céréales, bien identifiés. Donc voilà, cette répartition de la valeur, elle est clé. Donc la création de valeur, s'il n'y en a pas, effectivement, les filières, elles n'aboutiront pas, qu'elles soient agriculture régénératrice ou un autre type d'agriculture durable dont on a pu parler. Donc, c'est pour ça que la création d'offres filières durables prend du temps et qu'on poursuit dans cette direction. Alors, on n'a pas de labellisation en tant que telle. En fait, Semons du Sens, alors, qui est notre démarche, mais qui n'a pas besoin d'être plébiscité par le client. En fait, l'idée, c'est de répondre aux besoins du client final. Donc, s'il nous demande un cahier des charges spécifique, on va essayer de répondre à ses besoins spécifiques
s'il a besoin de déstocker du carbone, s'il a besoin de préserver ou de mettre en avant la biodiversité. Donc on va créer un cahier des charges qui va permettre de s'appuyer sur des pratiques globales à partir d'agriculteurs. Et on ne les labellise pas en tant que tels. Il ne faut pas qu'on ait des labels supplémentaires, parce que sinon je pense qu'au final le consommateur ne s'y retrouvera pas. C'est la démarche engagée du client qui est fondamentale, qui doit être mise en avant. À partir de là, nous, on est le partenaire de l'ombre, si je puis dire, ou de la terre, pour pouvoir faire avancer ces engagements. Mais il n'y a pas de labellisation en tant que telle. Après, on peut arriver, s'il nous demandait une agriculture durable qui est bio, on peut le faire, évidemment. Si on est à 100% en agriculture régénératrice, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez aucun des clients, on pourrait le faire aussi avec les partenaires. Voilà. Je me permets de te couper, on va prendre une autre question. Oui, j'avais une question pour Hélène aussi. Quel succès, Hélène. Je voulais savoir concrètement, vous avez dit que les agriculteurs, ils étaient au cœur de votre programme, que vous les avez fait réfléchir. Comment vous y prenez pour ces concertations ? Est-ce qu'ils sont tous réunis ? Est-ce que vous allez les voir un par un sur leur exploitation ? Est-ce que c'est des enquêtes quantitatives ? Comment vous récupérez toutes ces données-là ? Alors on a 2 métiers. Vous avez vu le pôle agriculture au départ sur InVivo, donc Bioline et Soufflet Agriculture. Soufflet Agriculture est en direct avec ses agriculteurs. Donc il a en fait des techniciens, des ARC, donc des techniciens commerciaux qui vont voir très régulièrement l'agriculteur et qui connaissent en fait l'exploitation tout aussi bien que l'agriculteur. Et justement qui connaissent tous les défis agronomiques de cette exploitation et aussi agroéconomiques, puisqu'il y a des agrofournitures qui sont commercialisées. Nous, à notre niveau groupe InVivo, on a fait donc un CALI. On est allé chercher des agriculteurs divers et variés, différents profils, plus ou moins âgés, dits conventionnels, mais aussi avec des agricultures plus ou moins durables, pour essayer de les interroger. Donc, par contre, on a un vrai relationnel avec Soufflet Agriculture pour nous permettre de comprendre ces attentes-là et ensuite diriger certains dans certaines filières, comme l'orge responsable pour 1664, donc qui a été co-construite avec Soufflet Agriculture et Malterie Soufflet et Brasserie Cronenbourg. Voilà, on a des agriculteurs ambassadeurs qui apparaissent sur la blockchain. Donc voilà, tous ces témoignages, en fait, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de greenwashing, parce que sinon, ça serait... en tout cas, c'est absolument pas du tout la volonté de nos démarches. Voilà. Merci. Alors toujours pour InVivo, je me demandais comment est-ce que vous gériez cette prise de risque de l'agriculteur justement, parce que vous dites qu'il faut sécuriser sa prise de risque. Comment est-ce que vous répartissez cela ? Comment vous le gérez tout simplement ? C'est pas facile de répondre à cette question parce que la prise de risque, elle est prise aussi par le métier, notamment par Soufflet Agriculture, parce que on ne sait pas comment le dérèglement climatique ou la météo va affecter. Donc il y a un volant de business qui est fait. Quand on se projette justement, on sécurise. L'offre filière rotation permet vraiment de sécuriser parce qu'on est dans un contrat pluriannuel. Donc on n'est pas à une visibilité à 1 an. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Et le système de répartition de la valeur est vraiment explicitement travaillé pour pouvoir profiter à chacun et construire sur le moyen et long terme. Mais donc il n'y a pas d'assurance en particulier en plus ? Non, on n'a pas le côté assurantiel. Après, on peut les mettre en place, mais ça sera plus au niveau de l'agriculteur, même si effectivement dans le groupe, il y a des assurances, des systèmes assurantiels qui existent, ou après il peut prendre aussi d'autres systèmes externes. Voilà. Mais on ne le met pas. Nous, on est vraiment dans la pratique agricole, pratique culturelle. Et tous les éléments annexes, on essaie de rester sur le cœur de notre métier. Après, potentiellement, c'est des éléments qui se rajoutent au business model. Une dernière question, parce qu'on va devoir libérer la salle. Moi, j'ai une dernière question pour ce contexte, du coup, cette fois. Je me demandais, est-ce que vous avez des outils pour mesurer l'impact que vous avez sur une potentielle réduction de la charge mentale ou répartition de cette charge mentale ? Est-ce qu'on a des outils pour mesurer du coup cette réduction, c'est ça ? L'impact. À date, non.
Donc j'ai envie de dire, c'est une excellente idée. À date, non, c'est pas quelque chose qu'on mesure. Non, mais c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est faisable. C'est faisable. C'est des choses qu'on fait, en effet, quand on est plutôt sur des projets de recherche-action. On l'a fait, par exemple, dans le cadre d'un programme de changement de comportement où l'enjeu était de favoriser de meilleures habitudes alimentaires et pratiques d'activité physique pour réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité. Donc, quand on est dans un cadre comme celui-là, en effet, il y a des moyens de mesure. Là, on pesait et on mesurait les enfants à T0 et ensuite 4 ans, 3 ans après pour voir en fait s'il y avait eu un impact sur le changement de comportement et sur l'évolution des pratiques. Voilà, c'est des budgets, ça se fait. Sur la charge mentale, évidemment, on va avoir des mesures d'impact, je dirais, sur l'adhésion au concept. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire, après, vous avez vu des campagnes de sensibilisation, c'est des choses qu'on peut mesurer, de savoir si, en effet, le sujet de la prise de conscience a évolué ou pas. On peut avoir aussi des mesures d'impact. Samia a parlé de l'étude dans les 6 pays. On va voir aussi comment les choses bougent. C'est un peu un observatoire. L'idée, c'est de pouvoir, dans 2 ans, refaire dans 3 ans cette étude et de voir si les choses ont bougé en fonction des différentes cultures. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à mener. C'est le démarrage. Non, mais merci pour l'idée. Je pense qu'on peut aussi composer peut-être un échantillon représentatif et le suivre dans le temps. Donc, très bonne idée. Je prends note. Il faut que j'aille voir les budgets, du coup. Une dernière question, ok, et après on y va. C'est une question très rapide. Non, c'était pour Samia, savoir combien de temps ça avait pris toute cette démarche et arriver à la solution finale que vous avez aujourd'hui. 2 années, 2-3 ans que ça a démarré. Donc du coup, oui, on est encore en démarrage, donc c'est vraiment pas fini, j'ai envie de dire, et même pas à la moitié. Donc, mais à peu près 2-3 ans, c'est ce que j'ai en tête. Merci beaucoup, merci de votre attention.